Ce matin, le président Trump, sur Fox News, a très aimablement proposé de résoudre l'un des grands problèmes liés à la guerre entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Il a déclaré qu'il allait, très poliment, prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Avant de vous montrer cela, accueillons notre invité du jour qui va réagir depuis Téhéran. Il est de retour avec nous, le professeur Mirandi, professeur à l'Université de Téhéran, ancien conseiller de l'équipe iranienne de négociation nucléaire et vétéran de la guerre d'Irak. C'est toujours important, je pense, de rappeler toutes ces références. Alors, professeur, écoutez, je sais que l'un des plus gros, on va en parler aujourd'hui, il y a vraiment deux grands points à régler pour avancer, même avant la question nucléaire. Le contrôle du détroit d'Ormuz, comment ça va se passer, et la situation au Liban, parce que c'est lié, c'est le point 1 et le point 5 du détroit. Et il se trouve que ce matin, le président Trump, ça va sans doute être un grand soulagement pour Téhéran. Ils vont sûrement apprécier celle-là. Il a annoncé qu'il allait prendre lui-même le contrôle du détroit. Eh bien, on prend le contrôle du détroit. Eux, ils n'ont rien. Absolument rien. Et il y a quelque chose que personne ne sait. Hier, ils ont eu une réunion de 11 heures. Avec eux, tout dure 11 heures. Vous savez, ils sont incapables de régler une phrase en 1 heure et 1 minute. Tout avait été convenu hier. Puis ils quittent la salle, ils rappellent, et ils disent « Il faut faire quelques changements ». J'ai dit « Des changements ?» Ils veulent faire des changements? Non, on ne va pas faire de changements. Toujours des changements. Vous savez, ce sont des négociateurs professionnels. C'est tout ce qu'ils sont. Je dirais même pas qu'ils sont bons à ça. Ils n'ont rien obtenu. Rien de moi. On les a frappés très fort hier soir. Mais on avait un accord. Ce que personne ne sait, c'est qu'on avait un accord. C'était conclu. Et puis ils l'ont rompu. Ils le font toujours. On a eu 10 accords avec ces gens-là. Et on va garder le contrôle du détroit. On va probablement le gérer. On deviendra le gardien du détroit et on devrait être remboursé pour ça. Quand on le fera, on sera remboursé parce que les autres nations sont très riches. Elles sont de notre côté. Il s'est ensuite présenté comme l'ange gardien du détroit. Évidemment, c'est plutôt un atout pour vous. Il a dit pas mal de choses, alors prenons-les une par une. Mais d'abord, avant même de parler du détroit, qu'en est-il de cette histoire selon laquelle un accord aurait été conclu hier, après 11 heures de négociations, et que ces fichus Iraniens seraient ensuite revenus pour tirer un missile sur un navire? Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, il a conclu beaucoup de ces accords ces derniers mois, et il répète toujours que les Iraniens viennent le voir, qu'ils expriment des regrets ou qu'ils le supplient de conclure un accord. Mais, d'une manière ou d'une autre, depuis 4 ou 5 mois, on n'a vu aucune photo de lui avec ces Iraniens, ni entre ses équipes et les Iraniens. Donc, ça restera sans doute un mystère pour le reste de ma vie. Mais je pense qu'il s'attend évidemment à ce que les Iraniens soient très heureux qu'ils prennent le contrôle du détroit d'Ormuz. C'est un lourd fardeau pour le peuple iranien. Et je suis sûr que c'est quelque chose qu'il savoure. Mais ça n'arrivera pas. Les Iraniens ont déjà montré leur capacité militaire pendant les 39-40 jours de guerre, quand les Américains et les Israéliens ont lancé un acte d'agression illégale contre l'Iran, tuant des enfants, tuant their enemy. Et ils ont tenu plus longtemps que les Américains dans cette guerre de siège, poussant l'économie mondiale au bord du gouffre. Et je pense que le protocole d'accord qui a été signé, et d'ailleurs, beaucoup en Iran critiquent les négociateurs en disant qu'ils n'en ont pas obtenu assez. Mais en Occident, et surtout aux États-Unis, je crois qu'il a été largement perçu comme un symbole de la défaite de Trump dans cette guerre. Aujourd'hui, Trump sape l'accord. Il viole pratiquement chaque élément du texte. Il n'a pas libéré les avoirs iraniens.
les fonds volés sont toujours retenus par les Américains, en violation de l'accord. Le régime israélien n'a pas été contraint de quitter le Liban, ni de mettre fin aux bombardements et aux tueries. C'est une violation. Il a annulé l'allègement des sanctions sur les exportations de pétrole iranien. Encore une violation. Et il a aussi frappé à plusieurs reprises des cibles iraniennes. Il a élargi le régime de sanctions. Tout cela, ce sont des violations. Et en plus de tout ça, il a créé un couloir dans le détroit d'Ormuz, ce qui constitue une violation de l'article 5 de l'accord. Puisque les Iraniens sont censés être responsables de ce couloir pendant toute la durée de validité du protocole d'accord. Et puis, il y a ce petit détail, les menaces constantes de mort et de destruction contre les dirigeants iraniens et le peuple iranien. Ça aussi, c'est une violation de l'accord. Bref, il a passé son temps à enfreindre tous les éléments de l'accord. Et c'est pour ça que les Iraniens vont se montrer très fermes dans le détroit d'Ormuz. Et je ne pense pas que Trump obtiendra le genre de succès qu'il espère. Et si l'on se place du point de vue même des négociations, quelle est selon vous l'influence de tout cela sur l'équipe iranienne, que ce soit Ghalibaf, Araghchi ou d'autres membres de la délégation? Comment réagissent-ils quand ils entendent le président Trump déclarer qu'il y a eu une réunion de 11 heures, alors que d'après la presse occidentale hier, ou plutôt ce week-end, il n'y a eu aucune rencontre au Qatar. Je crois que c'était vendredi. Le président Trump avait pourtant dit « Oui, on va avoir une réunion vendredi ». Selon des responsables occidentaux non identifiés, les Iraniens auraient fait savoir en privé au président Trump qu'ils avaient commis une erreur, qu'ils n'auraient pas dû attaquer ce navire, celui battant pavillon de Singapour. Ils voudraient maintenant essayer de réparer les choses. D'après cette version, vendredi, on disait que samedi, une réunion devait avoir lieu au Qatar, et qu'à l'issue de cette rencontre, la partie iranienne reconnaîtrait que, oui, il n'y aurait aucune restriction, d'aucune sorte, dans le détroit d'Ormuz pour le reste des 60 jours. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet? Eh bien, je pense que, encore une fois, ça renvoie à toutes ces choses que Trump a dites ces derniers mois et qui se sont toutes révélées être des inventions. Et ça, c'en est juste une de plus. Je veux dire, en Iran, au début de la guerre, souvenez-vous, on entendait déjà ce discours-là, qu'on ne savait pas vraiment qui dirigeait, qui était aux commandes, et tout ce genre de bêtises. Et là encore, c'est quelque chose qu'il semble vouloir relayer. Or, les gardiens de la Révolution, l'armée, la police ou n'importe quelle autre force n'ont absolument pas la capacité d'agir de manière autonome. Ils ne peuvent pas simplement aller frapper des navires ou attaquer une cible en dehors des eaux territoriales iraniennes ou au-delà des frontières du pays, sans l'autorisation de l'État et sans l'accord du Conseil suprême de sécurité nationale. Et ce Conseil, au final, doit lui-même obtenir l'approbation du guide. Donc, le corps des gardiens de la révolution islamique ne se contente pas d'aller tirer sur des navires au hasard. Les Iraniens, ces derniers jours, en fait, depuis plus longtemps que ça, avertissaient déjà les navires de ne pas passer par le couloir américain. Ils mettaient aussi en garde les Américains de ne pas agir ainsi. Avant ça, je crois qu'ils avaient déjà frappé des navires avec des drones. Pas des drones lourds, mais plutôt comme des avertissements pour éviter que cette situation ne se produise. Donc au final, en frappant ce navire, puis d'autres ensuite, je pense que c'était clairement cohérent avec la politique qu'ils menaient déjà auparavant. Les Iraniens savent que les Américains ont violé plusieurs éléments du protocole d'accord, comme je l'ai déjà souligné. Et ce que les Américains cherchaient aussi à faire, c'était à affaiblir l'autorité de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, afin de lui retirer un levier d'influence. Donc, si les Américains avaient réussi
si Trump avait réussi à priver l'Iran de son levier dans le détroit d'Ormuz, puis qu'il s'était abstenu de remplir ses obligations, il aurait, en pratique, pris l'avantage. Et c'est précisément pour ça que les Iraniens ne vont pas le laisser contrôler le détroit d'Ormuz. Ils sont même prêts à retourner à la guerre, une guerre totale, pour s'assurer qu'ils n'en prennent pas le contrôle. Ce qui s'est passé ces derniers jours est cohérent avec la politique iranienne. Et il est clair pourquoi ils ont agi ainsi. Ils savent que Trump cherche à affaiblir l'Iran, qu'il a déjà sapé le protocole d'accord. Et les négociateurs iraniens savent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de garantir que le corridor reste fermement entre les mains de l'Iran. Mais vous savez, ce qui me laisse perplexe, c'est ça. Parce qu'on peut jouer sur les mots du côté américain. On peut reformuler les choses toute la journée. Le commandement central peut affirmer que le détroit d'Ormuz est ouvert et que le trafic circule, que le président Trump va prendre le contrôle du détroit et ainsi de suite. Qu'on a violé le protocole d'accord, pas vous. Que nous, on n'a pas violé le protocole, surtout pas le paragraphe 5, etc. On peut dire tout ça. Et en plus de tout ça, prétendent que les Iraniens ont participé à une négociation de 11 heures, alors qu'apparemment ce n'est pas vrai, que cette réunion n'a même jamais existé et qu'ils auraient accepté 10 fois un accord, alors qu'en réalité, non. Dans ce cas, où est-ce que ça laisse l'équipe de négociation iranienne? Parce que si vous regardez tout ça et que vous vous dites « c'est complètement fictif, rien de tout ça n'est arrivé », alors sur quelle base pouvez-vous vraiment vous rencontrer, que ce soit au Qatar, en Turquie ou ailleurs, pour dire « très bien, lançons une négociation ». Parce que, corrigez-moi si je me trompe, mais le côté iranien préférerait toujours obtenir la levée du gel des avoirs, la levée des sanctions rétablies, et ainsi de suite. Et il voudrait arriver à un point où cette période de 60 jours débouche sur quelque chose pour pouvoir enfin parler d'un terme de fin de guerre dans le cadre des négociations. On a l'impression que c'est ce que vous voudriez. Mais comment y parvenir dans un tel contexte? Absolument. Je veux dire, si Trump avait simplement rempli ses obligations, celles dont j'ai parlé il y a quelques minutes, au lieu de toutes les violer, les Iraniens auraient été tenus de normaliser le passage des navires d'ici la fin du premier mois. Donc, en ce moment même, le nombre de navires qui traverseraient le détroit d'Ormuz serait en train d'augmenter progressivement. Et à la fin du premier mois, on serait revenu au niveau d'avant le début de la guerre. Et beaucoup des problèmes économiques que le monde va bientôt connaître à cause de ces pénuries. Et ce n'est pas seulement le pétrole brut, comme vous le savez mieux que moi. Ce sont tous les produits pétrochimiques, l'hélium, les engrais et tout ce qui manque sur le marché du pétrole. La pénurie s'accumule. Donc, en gros, il s'est tiré une balle dans le pied. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première est sans doute personnelle. Son ego, son orgueil, son arrogance. Et la seconde, très probablement, j'en suis presque sûr, c'est le régime israélien, le lobby sioniste. Les mêmes forces qui ont poussé Joe Ken à démissionner et les mêmes forces qui vous ont empêché d'arriver au pouvoir. Mais ça, j'imagine, c'est une autre histoire. Alors, voyons un peu où tout ça nous mène maintenant. En fait, avant d'en arriver là, revenons à votre équipe de négociation. Quand ils voient tout ça, quand ils lisent toutes ces informations sur des réunions qui, soi-disant, n'ont jamais eu lieu, comment font-ils ensuite pour aller à la prochaine réunion? Est-ce qu'ils iront à la prochaine si on en demande une vraie réunion? Non, non. Les Iraniens ont dit qu'ils ne négocieraient plus avec les Américains tant que Trump ne changera pas sa politique et n'appliquera pas le protocole d'accord.
Pour être juste, Trump n'est pas le premier président américain à ne pas respecter ses engagements. Toutes les expériences que les Iraniens ont eues avec les dirigeants américains depuis la Révolution ont été mauvaises et les États-Unis ont toujours violé leurs engagements. Le plus important, et le plus connu bien sûr, c'est l'accord sur le nucléaire, le JCPOA. Et Obama, dès que l'accord a été signé, a commencé à le violer. Et les violations se sont multipliées jusqu'à l'arrivée de Trump à la présidence. Et Trump, évidemment, a fini par déchirer l'accord. Donc ce n'est pas un cas isolé. Mais Trump, je pense qu'il va encore plus loin, dans le sens où on ne peut tout simplement pas lui faire confiance. Il ment, il invente des histoires, il fabrique des événements. Il dira n'importe quoi, puis il changera de version 2 heures plus tard, et il s'en sortira sans problème. Sa base l'ignorera. Les médias occidentaux, quand il s'agit de l'Iran, ne seront pas très critiques envers lui, à cause de leur haine et de leur mépris pour l'Iran. Donc, ils le suivront plus ou moins, même s'ils pourront le critiquer pour des erreurs de calcul. Mais ils ne le condamneront pas pour une guerre d'agression, ni pour les morts iraniennes, ni pour quoi que ce soit de ce genre. Mais la seule chose vraiment, enfin, juste un dernier point, la seule chose que, parce que j'aurais dû répondre à votre question plus tôt. La seule chose qui compte pour les Iraniens par rapport à ce que vous demandiez tout à l'heure, ce sont les résultats. En d'autres termes, une poignée de main, ça ne veut rien dire. Les promesses, ça ne veut rien dire quand il s'agit des Américains. Ce que les Iraniens veulent, ce sont des résultats concrets sur le terrain. Si c'était le président brésilien qui faisait une promesse, les Iraniens diraient « Bon, le président brésilien l'a dit, alors on le croit ». Si c'était le président chinois, ou le président russe, ou encore le premier ministre malaisien, ils diraient probablement « Très bien, puisque vous l'avez promis, on vous suit ». Mais quand il s'agit des États-Unis, et surtout de Trump, la seule chose qui compte pour les Iraniens, ce sont les actes sur le Donc, si je comprends bien, c'est un point assez important que vous soulevez là. Si je comprends bien, et dites-moi si je me trompe, tant que les sanctions ne sont pas levées, tant que les avoirs gelés ne sont pas débloqués, et tant que, on en parlera plus en détail dans un instant, tant que les Israéliens ne se retirent pas du Liban, il n'y aura pas de négociation du côté iranien. C'est bien ça. C'est ça. Ils doivent prendre de vraies mesures pour que tout cela soit réellement mis en œuvre, pas juste des promesses ou des gestes sans portée. Il faut que les faits sur le terrain changent. Et comme les États-Unis, sous Trump, violant tous leurs engagements, sauf un, la seule raison pour laquelle ils ne réimposent pas un blocus, c'est à cause de la crise économique potentielle que cela provoquerait. Les 4 mois de pénurie d'énergie que le monde a connus ne sont toujours pas résolus. Les pénuries existent encore. Et il nous a fallu 4 mois pour en arriver là, où Trump affirmait que les États-Unis seraient dans 4 semaines à court de leurs réserves d'énergie. Donc, on doit être à peu près à 4 semaines de ce point. Donc, s'il y a une autre guerre, s'il y a un conflit, une guerre totale, on atteindra ce point critique, pas seulement les États-Unis, mais le monde entier, bien plus vite que dans 4 mois. Ce sera probablement en 4 semaines, à 1 ou 2 semaines près. Pour les Iraniens, la seule chose qui compte maintenant, c'est que les États-Unis appliquent le protocole d'accord. Je veux dire, les Iraniens ne sont pas naïfs. Ils savaient, dès le départ, que Trump n'avait aucune intention de mettre en œuvre l'accord, et que sous Trump, personne ne pensait que les États-Unis allaient simplement rendre l'argent de l'Iran et dire aux Israéliens de quitter le Liban. Sinon, on arrête de vous fournir en financement et en armes. Personne n'y croyait. Mais les Iraniens, eux,
pensaient que le protocole d'accord avait quand même ses avantages. D'abord, avec la levée du blocus, l'Iran a pu exporter d'énormes quantités de pétrole, littéralement dès les 3 ou 4 premiers jours après la levée. Il y avait beaucoup de pétroliers dans le golfe Persique et dans la région qui ne pouvaient pas partir à cause du blocus, et ils étaient pleins. Alors les Iraniens ont immédiatement commencé à exporter tout ce carburant et aussi à importer des fournitures essentielles et des produits nécessaires pour la population du pays. Plus de 90 millions d'habitants. Les Iraniens ont effectivement profité du protocole d'accord, puisqu'ils ont pu commercer et gagner de l'argent. Mais ils savaient que les États-Unis allaient s'abstenir de mettre pleinement en œuvre cet accord. C'est pour ça qu'ils ont veillé à garder un certain levier dans la négociation. Les Iraniens disposent de 2 types de leviers dans cet accord. Le premier, bien sûr, c'est le programme nucléaire. Ils ont divisé le protocole d'accord, ce n'est pas un traité, mais bien un accord, en 2 parties. La deuxième partie entre en jeu si la première porte ses fruits, c'est-à-dire si les 2 camps remplissent leurs obligations au bout de 60 jours. À ce moment-là, les 2 parties doivent s'entendre sur le programme nucléaire et sur les sanctions globales. Donc le premier levier, c'est bien le programme nucléaire. En ce moment, les Iraniens ne vont pas négocier sur le programme nucléaire, parce que la première partie de l'accord n'a pas été mise en œuvre. C'est donc un levier. Trump veut un accord nucléaire, mais l'Iran ne le lui donnera pas, tant qu'il n'aura pas fait toutes ces choses qu'il s'abstient de faire. Mais le deuxième élément est à mon avis bien plus important. C'est le détroit d'Ormuz. Si les États-Unis ne respectent pas leur part du marché, les Iraniens disent alors, eh bien, nous non plus, nous n'avons pas à respecter la nôtre. Et ils vont limiter le nombre de navires qui passent par le détroit pour réagir aux politiques de Trump. C'est pour cette raison que Trump essaie de saper l'autorité de l'Iran dans le détroit. Alors, regardons ça de plus près. Parce qu'il y a les mots, il y a les affirmations des 2 côtés, et puis il y a la réalité sur le terrain. Voyons un peu. D'abord du côté iranien, l'autorité de gestion de la voie maritime du golfe Persique a déclaré ce week-end que le passage par le détroit d'Ormuz n'était actuellement pas possible. En gros, c'est fermé. Le commandement central américain, lui, dit non, ce n'est pas vrai. Hier, ils affirmaient que le trafic circulait, que tout était ouvert et que personne ne contrôlait le passage, à part les États-Unis. Mais ce matin, on regarde les données du rapport d'Ormuz et on voit que, même si le CENTCOM insiste sur le fait que l'Iran ne contrôle pas le détroit, les chiffres du transport maritime racontent une autre histoire. Moins de 5 navires marchands ont effectué la traversée, le plus bas niveau depuis 5 semaines, tous en passant par la route nord-iranienne. Le corridor omanais soutenu par les États-Unis a été complètement abandonné, malgré la présence de 2 porte-avions dans la région. À l'origine, l'arrivée de ces porte-avions était censée mettre davantage de pression sur l'Iran et les pousser à reculer. Il y a eu 3 séries d'échanges de représailles depuis, je crois, le 7 juillet. Le message adressé à l'Iran devait être clair. Si vous attaquez l'un de ces navires qui passent par le corridor sud, il y aura un prix à payer. Mais l'Iran continue de riposter à sa manière et ne cesse jamais de contrôler le trafic dans ce corridor omanais. Est-ce que ça va changer ou vont-ils continuer à en garder le contrôle? Non, l'Iran gardera clairement le contrôle. L'article 5 est très clair. C'est l'Iran qui doit gérer le détroit et normaliser le trafic pendant ces 2 mois, pas les États-Unis. Les Iraniens ont ouvert le couloir et ont demandé aux navires de s'enregistrer pour pouvoir passer. Le nombre de navires augmentait, mais Trump, en imposant ce couloir et en exerçant une énorme pression aussi sur Oman, cherche en réalité
à retirer à l'Iran son contrôle. Excusez-moi, je vous interromps, mais c'est littéralement une information de dernière minute. Il y a 9 minutes, le président Trump vient tout juste d'annoncer ceci. Le détroit d'Ormuz est ouvert et restera ouvert, en accord avec le CENTCOM, avec ou sans l'Iran. Nous rétablissons le blocus iranien. Donc en gros, il dit maintenant que tout est à nouveau bloqué. L'Iran avait déclaré que le détroit était fermé, sauf avec son autorisation. Et maintenant Trump a rétabli le détroit, ou plutôt le blocus. Voyons la suite. Il a dit que les États-Unis seront désormais connus comme les gardiens du détroit d'Ormuz, mais qu'en contrepartie, par souci d'équité, ils seront remboursés au tarif. Enfin bref, c'est complètement absurde. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça va signifier pour l'Iran? Eh bien, ça montre qu'à ce moment-là, l'Iran a été très malin en signant le protocole d'accord pour exporter rapidement tout ce pétrole et pour importer et exporter ce dont il a besoin le plus vite possible, afin de se préparer aux semaines et aux mois à venir. Et bien sûr, ça va être très mauvais pour les marchés mondiaux, parce que les pénuries de pétrole dont vous parlez dans vos émissions avec des experts sont dans un état vraiment critique. Je ne pense pas que les 3 ou 4 dernières semaines aient permis d'améliorer la situation. Peut-être qu'ils ont réussi à se maintenir à flot pendant ces 3 ou 4 semaines, mais les réserves d'énergie n'ont pas augmenté. Et pour les autres matières premières qui viennent du Golfe Persique, les pénuries se sont aggravées parce que, de manière disproportionnée, ces 3 dernières semaines, ce sont surtout des pétroliers qui ont essayé de passer par ce détroit. Donc, d'autres produits n'ont pas pu circuler aussi facilement que les pétroliers. En ce qui concerne l'approvisionnement énergétique mondial, la situation ne s'est peut-être pas améliorée, mais elle ne s'est pas non plus aggravée au cours des 3 ou 4 dernières semaines. Je ne sais pas exactement depuis combien de temps. En revanche, pour d'autres matières premières, les pénuries se sont accentuées. Aujourd'hui, avec le blocus du détroit d'Ormuz, on peut supposer que ces pénuries vont continuer à s'aggraver. Et on se souvient que quand Trump a été critiqué pour avoir accepté le protocole d'accord, il avait répondu qu'il ne voulait pas être un nouveau Herbert Hoover, qu'il ne voulait pas présider à une grande dépression, et que les réserves énergétiques américaines, ou leurs stocks stratégiques, seraient épuisés en 4 semaines. Donc, j'imagine que nous en sommes à peu près au même point que lorsque l'accord a été signé. Et ça, ce ne sera bon pour personne. Vous savez, ce ne sera pas bon pour notre camp, surtout pas pour l'économie mondiale, et encore moins pour l'économie américaine et notre réserve stratégique de pétrole. On va y venir. Laissez-moi en parler dans un instant. Mais avant ça, l'idée, du côté du président, c'est sans doute de dire « Je vais rétablir le blocus contre l'Iran pour leur remettre la pression, pour leur montrer un peu qui commande. » Ce que j'ai trouvé intéressant, et j'aimerais avoir votre avis d'expert là-dessus, c'est qu'on a parlé ces derniers jours avec 2 journalistes occidentaux qui couvraient les funérailles du guide suprême assassiné. Et ils nous ont dit, écoutez, en discutant avec les gens et en observant sur place, on s'est rendu compte que l'Iran est à environ 98% autosuffisant en nourriture et en eau. Ils ont leur propre capacité pétrolière interne pour produire, vous savez, du diesel, du kérosène et tout ce qu'il faut pour faire tourner leur économie, etc. Ils perdent surtout sur le plan des exportations parce qu'ils ne peuvent plus vraiment faire sortir leur pétrole par le Golfe Persique et en tirer des revenus. Mais on m'a dit que pendant ce voyage avec ce groupe, ils ont vu que les supermarchés étaient encore approvisionnés, qu'il n'y avait pas d'émeute et que les gens, même s'ils étaient touchés, semblaient plutôt gênés qu'en détresse. Est-ce que c'est vrai?
Est-ce que le côté iranien a vraiment la capacité de tenir un blocus à long terme tout en restant autosuffisant? Eh bien, comme l'Iran subit des sanctions de pression maximale depuis de très nombreuses années, le pays s'est tourné vers l'autosuffisance et la plupart des produits sont désormais fabriqués sur place. Sur le plan agricole, l'Iran est presque autosuffisant. Pas totalement, mais presque. Cette année, nous avons eu de meilleures pluies que ces 3 ou 4 dernières années où nous avons connu la sécheresse. L'Iran a aussi 15 voisins, le Pakistan, l'Afghanistan, le Turkménistan, puis la mer Caspienne, qui nous relie au Kazakhstan et à la Russie. Nous avons la République d'Azerbaïdjan, l'Arménie, la Turquie et l'Irak. Et ensuite, il y a le Golfe Persique, le détroit d'Ormuz, l'océan Indien et les pays situés de l'autre côté du Golfe Persique. Donc, ils ne peuvent pas fermer toutes les frontières de l'Iran. Et l'Iran produit la plupart de ce dont il a besoin. C'est difficile, c'est sûr. L'inflation est élevée. Mais comme je l'ai dit, l'Iran a réussi à exporter et à importer beaucoup ces 3 ou 4 dernières semaines. Alors que, sur les marchés mondiaux de l'énergie, je dirais qu'il n'y a pas eu d'amélioration. Peut-être que la situation ne s'est pas encore aggravée, mais elle ne s'est pas améliorée non plus. Et si l'on prend au sérieux la déclaration de Trump, selon laquelle il serait à 4 semaines d'une pénurie de pétrole, alors oui, ils sont dans une situation compliquée. Mais il y a aussi un autre aspect à tout ça. Ce sont les funérailles elles-mêmes. Je ne sais pas ce que votre invité a dit à ce sujet, mais ces funérailles étaient uniques. Dans toute l'histoire de l'humanité, je ne crois pas qu'on ait jamais vu de tels rassemblements. À Téhéran, jusqu'à 15 millions de personnes ont participé. Il m'a fallu des heures pour y arriver. J'y ai pris part, mais certains membres de ma famille n'ont pas pu y aller, ceux qui ont de jeunes enfants ou les plus âgés, parce que c'était vraiment trop difficile. Il faisait 35 degrés. Une fois sur place, j'ai dû marcher pendant des heures et il m'a encore fallu au moins 2 heures pour rentrer chez moi. Après ça, j'ai dormi, complètement épuisé. La foule était impressionnante. Tout le monde portait des drapeaux. Moi, je n'en avais pas. C'était trop pour moi. Je suis trop vieux pour ça. Mais la détermination des gens, l'émotion qui se dégageait, c'était incroyable. Ensuite, le cortège, les funérailles, sont allés jusqu'à la ville sainte de Qom, où des millions de personnes se sont rassemblées. Puis il est parti vers l'Irak. Des millions de personnes se sont rendues dans les 2 villes saintes de Najaf et de Karbala. Et puis finalement, dans son lieu de repos, dans la ville sainte de Mashhad, on a vu, je ne sais pas combien de millions de personnes venues des provinces voisines. Mais c'était incroyable. Donc on voit un soutien immense, un soutien très profond, mêlé à une colère réelle envers les États-Unis. On a donc des forces armées qui ont réussi, en gros, à tenir tête à une superpuissance, à ses alliés et à ses supplétifs, pendant 40 jours. Elles ont résisté à une guerre de siège, et au final, Trump a accepté le protocole d'accord. Et maintenant, ils ont réussi à exporter du pétrole, à importer ce dont ils ont besoin, à faire descendre des dizaines de millions de personnes dans les rues, à reconstruire leurs installations militaires endommagées. Franchement, je ne vois pas comment Trump pourrait vaincre l'Iran. Vous savez, c'est intéressant, professeur. Vous en parliez à l'instant. Je crois que Gary a réussi à le retrouver ici. Quand le président Trump a signé le protocole d'accord le 17 juin, il a essuyé pas mal de critiques de la part de certains faucons de guerre ici, de ce côté de l'Atlantique, qui ne voulaient aucun accord. Il disait non, continuons simplement à faire pression. Et quand il a expliqué pourquoi il l'avait fait, il a dit ceci. Si on continue à bombarder, ces navires ne partiront pas. Et là, on parle de 500, 600, 700 millions de dollars par jour. C'est énorme, vraiment énorme.
C'est pour ça que le monde tient encore. Il y a de la liquidité, tout va bien, mais dans environ 4 semaines, on n'aura plus de réserves. Vous savez, il y a des réserves un peu partout dans le monde, mais on finirait vraiment par en manquer. Et il y aurait un moment où on ne pourrait plus s'en procurer. Et là, vous verriez le chaos. Si on continue à bombarder, ces navires ne partiront pas. Et on parle de... D'accord. Donc, là, c'était faux. Voilà ce qu'il a dit le 17 juin. Il avait reconnu qu'il y avait un problème. Et tu as rappelé qu'ensuite, il avait parlé du risque de devenir un nouveau Hoover, le président d'une dépression économique, parce que ça faisait des mois qu'on en parlait, de ce risque-là, avec ce blocus, ce double blocus. C'était le danger qu'on prenait. Et on s'est dit, bon, peut-être qu'on a évité le pire. Peut-être qu'on aura juste une récession, parce que ça semblait déjà inévitable au moment où on avait accepté ça. Et maintenant, il revient. Franchement, qui se soucie de savoir si quelqu'un va payer pour ce contrôle mythique du détroit d'Ormuz? Ça ne se réalisera jamais, parce qu'on n'a tout simplement pas la capacité physique de faire ce qu'il a dit dans ce message sur Truth Social qu'il vient de publier il y a quelques minutes. Mais ce qui est bien réel, c'est qu'on a réactivé tout ce problème. Donc, soit on recommence à puiser dans nos réserves stratégiques de pétrole et dans d'autres stocks, soit le prix du pétrole va augmenter et l'offre ne suffira pas. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour Téhéran, en plus de tout ce que vous venez de mentionner? Vous parliez du fait que la population soutient le gouvernement, qu'ils ont la capacité d'être autosuffisants, de tenir face à un blocus de longue durée. Où en est l'Iran aujourd'hui, à la lumière de cette déclaration? Where is Iran right now based on this statement? Iran has no option but to resist. L'Iran n'a pas d'autre choix que de résister. Et vous savez, en ce moment, il y a une crise qui couve entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Parce qu'un avion de ligne iranien, qui se rendait aujourd'hui à Sanaa, la capitale du Yémen, il y a seulement quelques heures, était sur le point d'atterrir quand les Saoudiens ont bombardé l'aéroport international. Le Yémen a déclaré qu'il allait riposter. Donc, on a une crise potentielle qui se prépare entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Et puis, les Américains veulent bloquer le détroit d'Ormuz. Ces derniers jours, alors que les Américains bombardaient l'Iran, les Iraniens ont aussi frappé des bases américaines dans toute la région du Golfe Persique et en Jordanie. L'un des domaines sur lesquels les Iraniens se concentrent particulièrement, c'est la guerre électronique, les systèmes radars. Ce sera donc beaucoup plus difficile pour les Américains d'utiliser la guerre électronique pour faire sortir 1 ou 2 navires du détroit d'Ormuz qu'avant, parce que les Iraniens l'ont détruit. Maintenant qu'ils veulent imposer le blocus, les Iraniens vont bien sûr imposer un blocus. Et ça veut dire que plus rien ne passera par le détroit d'Ormuz. La crise économique mondiale va s'aggraver, et beaucoup plus vite. Parce que cela fait déjà 4 mois que nous sommes dans cette crise. On a eu 2 ou 3 semaines où peut-être la situation ne s'est pas trop détériorée. Mais là, on repart exactement d'où on s'était arrêté, c'est-à-dire tout près du précipice économique. Et en plus de tout ça, il y a cette nouvelle crise au Yémen. Et on m'a aussi dit, par quelqu'un qui a des contacts avec Ansar Allah, les Houthis, comme on les appelle en Occident, qu'ils envisagent, en coordination avec la partie iranienne, que si la situation s'aggrave au-delà d'un certain point, surtout en lien avec Gaza, ils pourraient jouer la carte du Bab el-Mandeb. En fait, les Houthis pourraient dire « Très bien, on ajoute ça au détroit d'Ormuz ». À ton avis, qu'est-ce qui se passerait si on en arrivait là? Oui, j'ai en fait parlé avec un responsable yéménite de rang assez élevé, et il m'a dit ça. Il a aussi parlé du Liban, en plus de Gaza. Donc, si les États-Unis poussent la situation dans cette direction, et qu'on ajoute en plus la résistance en Irak,
alors on va droit vers une période très sombre pour l'économie mondiale. Et très vite, encore une fois, il nous a fallu 4 mois pour en arriver au point où Trump en était quand il a fait cette déclaration. C'était pas 2 semaines, c'était bien 4 mois. Il y a eu la guerre, puis la guerre de siège, et enfin, l'accord. Donc maintenant, on y est déjà, et il ne reste plus grand-chose avant d'y arriver complètement. Et puis, si on ajoute le Yémen à tout ça, vous savez, je pense que ça pourrait vraiment créer une situation où tout change pour tout le monde sur cette planète. Parce que si l'économie mondiale s'effondre, surtout à un moment où elle ne va déjà pas bien du tout, avec tous ces déséquilibres, et que beaucoup disent déjà qu'elle prend une direction très dangereuse, alors je pense qu'on va voir de l'instabilité. On verra peut-être des dizaines, voire des centaines de millions de personnes dans le monde se déplacer, selon la gravité de la situation. Si ça tourne à la dépression, on peut imaginer des mouvements massifs de population. Enfin, s'il n'y a plus d'engrais, si le commerce s'effondre, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas envie d'imaginer. C'est au-delà de ce que je peux imaginer. Et laissez-moi vous poser une question. Évidemment, vous avez des échanges avec beaucoup de négociateurs et de diplomates là-bas à Téhéran. Dans quelle mesure y a-t-il des discussions avec d'autres pays? Je parle même des pays du CCG, sans parler de ceux qui seraient directement touchés et de manière négative par la poursuite de ce blocus. Vous disiez tout à l'heure dans cette émission que du côté iranien, si le protocole d'accord que nous avons signé le 17 juin avait simplement été appliqué, alors au 30e jour, on aurait été tout près d'un retour à un trafic complet, ou presque, comme avant, de sorte que le pétrole aurait recommencé à circuler. Mais maintenant, comme les États-Unis ont ajouté un corridor sud qui ne faisait même pas partie du protocole d'accord et qu'ils ont décidé de mettre en place une taxe, après plusieurs allers-retours, on se retrouve avec ce blocus. Dans quelle mesure les autres pays, ailleurs dans le monde, se disent « Bon, est-ce que je blâme l'Iran ou est-ce que je blâme plutôt les États-Unis » Parce que l'Iran affirme qu'il ouvrirait les portes, alors que les États-Unis disent « Non, ça doit s'ouvrir selon nos conditions » ou pas du tout. D'après ce que vous savez, comment est-ce que cette position est perçue? Tu sais, c'est une très bonne question. Jusqu'à présent, le monde a plutôt été du côté de l'Iran, même si les médias occidentaux sont extrêmement hostiles envers ce pays et le présentent toujours d'une manière très caricaturale, un peu comme des méchants de dessins animés. Mais l'une des raisons, c'est que les États-Unis ont mené cette guerre d'agression, ont tué le dirigeant, et tout ça avec tous ces jeunes morts, et ainsi de suite. Et puis, il y a une autre raison. Trump lui-même. Trump est tellement impopulaire dans le monde entier, et il est perçu comme imprévisible et agressif, avec les guerres commerciales et tout le reste, que j'ai vraiment du mal à imaginer le monde éprouver de la sympathie pour lui. Et même si quelqu'un prend la peine de lire le protocole d'accord, il verra bien que l'Iran avait raison et que Trump avait tort. Mais les médias occidentaux ont cette capacité à désinformer les gens, à leur faire croire que la nuit, c'est le jour et que le jour, c'est la nuit. Cela arrive souvent. Mais dans le cas de Trump, c'est beaucoup plus difficile, et je ne pense pas qu'il va réussir. Et pourtant, ça aurait été très malin de sa part de simplement appliquer le protocole d'accord. Parce que s'il l'avait fait, et que c'était l'Iran qui bloquait, pour une raison ou une autre, il aurait pu facilement accuser l'Iran. Mais il a fait exactement l'inverse. Oui, et c'est difficile à imaginer depuis une perspective occidentale. Mais en fait, il place l'Iran dans le rôle de l'acteur rationnel. Et quelqu'un a dit « Non, nous, on est prêt à faire ça. On a accepté, on va le faire. »
Et on le faisait jusqu'à ce que vous arrêtiez tout. C'est l'une des choses les plus surprenantes que je puisse constater. Mais on en est là. Bon, écoutez, si ça s'arrêtait là, ce serait déjà une évolution très inquiétante, vu ce que le président Trump a publié sur Truth Social. Mais ce n'est pas le seul exemple. Il y en a un autre. Et le premier point, c'est que ce dont on parle là, c'est en fait le cinquième point. Premier point, au-dessus de tout le reste. Et dites-moi s'il y a une raison pour laquelle c'était le point numéro 1, parce qu'il semble que pour les Iraniens, c'est encore plus important que le détroit d'Ormuz. Et ce point, c'est la question de l'intégrité territoriale et de la souveraineté du Liban. Ça faisait partie des conditions. Le président Trump a dit « C'est moi qui décide. Je vais dire à Israël quoi faire. Ils vont se retirer. » Mais ensuite, voilà, je suis tombé hier sur une vidéo. En fait, elle date du 9 juillet, donc il y a environ 4 jours. Et voici ce que le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a déclaré à propos de cette situation. Dans cette conversation, j'ai dit qu'il y a beaucoup de gens dans les médias traditionnels qui adorent ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il n'y avait rien dont j'avais peur, pas vraiment. Et il y a une raison à ces déclarations. Voici le message. On organise ses forces, on organise ses ennemis, et on s'exerce à ces choses-là. Nous sommes allés au Liban, en fait j'ai dit au sud du Liban, tournez-vous vers Gaza. Nous agirons selon le modèle de Rafia. Nous détruirons tout là-bas, nous nous en occuperons immédiatement. Et c'est ce que nous avons fait. Waouh, je veux dire, il le dit clairement maintenant, en hébreu, d'accord? Mais évidemment, Internet fait circuler tout ça partout. Il dit juste, oui, on va transformer le Liban en Gaza et en faire le plan Rafah. Autrement dit, ils vont le réduire à un paysage lunaire. Comment ça s'accorde avec l'Iran, qui dit vouloir mettre fin à cette guerre sur cette base-là? Il n'y aura aucun accord avec les États-Unis tant que l'article 1 ne sera pas respecté. Je veux dire, tous les articles doivent l'être, mais l'article 1 aussi. Donc, soit le détroit d'Ormuz reste comme il est, ou bien il devient très limité dans sa capacité à permettre le commerce. Soit les États-Unis forcent le régime israélien à quitter le Liban. Et les atrocités qu'ils commettent là-bas sont évidentes pour tout le monde. Ils l'admettent eux-mêmes. Ils le disent avec fierté, comment ils massacrent des gens, comment ils détruisent les villages, comment ils effacent tout, comment ils volent les arbres, comment ils brûlent les forêts. C'est tout simplement incroyable ce qu'ils font. C'est une répétition de Gaza, comme il le reconnaît lui-même, ou plutôt comme il le dit avec fierté. Et en Occident, les médias restent indifférents. Les gouvernements occidentaux aussi. On ne voit pas le Parlement européen ni les députés s'indigner en réclamant des sanctions contre Israël ou quoi que ce soit de ce genre. Au contraire, aujourd'hui même, on a appris que le Parlement britannique, je crois, a déclaré les gardiens de la révolution iranienne comme organisation terroriste. Donc, pendant qu'un génocide se poursuit à Gaza, les forces armées iraniennes sont qualifiées de terroristes. Voilà comment ça fonctionne en Occident. L'Iran sait donc que dans un monde où la loi de la jungle s'est imposée, la seule façon d'assurer la survie du peuple libanais dans cette épreuve, c'est que les Iraniens restent fermes et veillent à ce que les États-Unis ne puissent jamais prendre le contrôle du détroit d'Ormuz. Et la seule manière pour les États-Unis de ramener une certaine normalité dans l'économie mondiale, c'est de forcer le régime israélien à mettre fin à ces atrocités au Liban. Et puisque Gary vient d'en parler, laissez-moi vous poser une question à ce sujet. Aujourd'hui, on rapporte dans les médias que l'ancien président iranien Ahmadinejad aurait rencontré le chef du Mossad dans le cadre d'un plan israélien visant à le placer à la tête de l'Iran. J'ai vu ce matin une information affirmant qu'Ahmadinejad aurait été placé en résidence surveillée en attendant une enquête.
Que pouvez-vous nous dire sur la véracité de tout cela? What can you tell us about whether this is true or not? I don't think any of this is true. Why would if Je ne this pense is pas qu'il y ait true, quoi que then ce the soit de New York vrai Times là-dedans. has basically Enfin, si c'était vrai, alors le New York Times aurait en gros signé son arrêt de mort. or any other Pourquoi le New York Times ou n'importe quel autre grand média publierait les noms d'informateurs, d'espions ou de collaborateurs de services de renseignement étrangers? À chaque fois que les Iraniens arrêtent un espion, les médias occidentaux présentent toujours cette personne comme une victime, un innocent, un touriste, un enseignant. L'Iran, littéralement, n'arrête jamais d'espions. Selon les médias occidentaux, ce sont toujours des innocents. Et maintenant, ils vont jusqu'à dire « Regardez, l'ancien président iranien qu'on a vu aux funérailles, eh bien, c'est l'un des nôtres. Franchement, ça n'a aucun sens. » Well, and plus, correct me if I'm wrong, but I seem to Eh bien, et remember, puis, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble me souvenir que le président Ahmadinejad était considéré, à l'époque, comme peut-être l'antéchrist à cause de son hostilité envers l'Occident. Je ne vois pas très bien pourquoi cet antéchrist se retournerait soudainement contre son propre peuple. Donc pour moi, ça ne paraît pas très crédible, disons-le comme ça. Mais bon, c'est la situation aujourd'hui. Une dernière chose dont je voulais vous parler avant de vous laisser. Le président Trump a publié ceci sur Truth Social le 10 juillet. Il a déclaré qu'un millier de missiles étaient prêts à être lancés et pointés vers la République islamique d'Iran, avec des milliers d'autres qui suivraient immédiatement. thousands more to immediately follow should the Iranian government act on its threat pronounced. Si le gouvernement iranien mettait à exécution sa menace, qu'il a répétée un peu partout dans le monde, d'assassiner ou de tenter d'assassiner le président des États-Unis d'Amérique. C'est ce qu'il a déclaré le 10. Et puis, hier encore, Mohsen Rezaei, l'un des principaux conseillers du Guide suprême pour les affaires militaires, a affirmé que la question de la vengeance était sérieuse et qu'elle pouvait donner lieu à des actions concrètes. La vengeance fait partie du chemin de la révolution. Si les assassinats de dirigeants deviennent une habitude, plus aucun pays n'aura de sécurité. La voie de la vengeance sera suivie. Le détroit d'Ormuz est plus important, mais restons sur ce dernier point. La voie de la vengeance sera suivie. Le président Trump doit-il s'en inquiéter? Revenge will be pursued. Should President Trump be worried? Well, let me divide this into, let's say, 3 parts. Bon, je vais diviser ça en disons 3 parties. D'abord, pendant les funérailles, les gens appelaient à la vengeance. C'était un slogan répété partout où l'on allait, et ils étaient très en colère. Ce sentiment de justice, ce besoin de justice, était très clair. Ils disaient « Notre dirigeant a été assassiné, nos enfants ont été tués, nos voisins ont été tués, nos infrastructures ont été endommagées et détruites, et ceux qui ont commis ces atrocités doivent être punis. » C'est donc une revendication populaire, et cela met une forte pression sur le gouvernement et sur les institutions de l'État. Ensuite, les Iraniens ont vu que les États-Unis, au fil des années, ont envahi pays après pays. Ils ont détruit l'Irak, ils ont détruit l'Afghanistan, ils ont détruit la Libye. Ils ont écrasé la Syrie et installé Al-Qaïda. Ils ont écrasé le Venezuela et pris le président en otage. Et la liste continue, Cuba et d'autres encore. Et si on remonte plus loin, le Vietnam. À chaque fois qu'ils détruisent un pays, ils s'en vont, sans aucune conséquence. Ils peuvent débattre pour savoir si c'était une mauvaise décision politique, mais personne ne va en prison pour avoir commis des crimes contre l'humanité. Et c'est exactement ce que les gens ordinaires en Iran réclament. Ils disent « Regardez, cette fois c'est une guerre dont les Américains ne doivent pas pouvoir simplement s'en tirer. Ils doivent en payer le prix. » Voilà l'argument. Maintenant, les dirigeants iraniens n'ont rien dit sur une implication directe de l'État. Ils ont simplement déclaré que oui, c'est une question de justice. Il doit y avoir justice, et il y aura justice. Mais ils n'ont jamais dit qu'il y aurait une organisation ou une partie des forces armées ou des services de renseignement qui recevrait l'ordre
de mener de telles opérations. Ça n'existe pas. Et dans les précédentes occasions, ça n'existait pas non plus. Mais il y a une dernière chose que je trouve intéressante. C'est la réaction de Trump, sa manière de répondre. À mon avis, il ne fait qu'encourager ceux qui aimeraient voir une guerre entre l'Iran et les États-Unis à tenter de l'assassiner. Il a déjà fait l'objet de tentatives d'assassinat quand il se présentait à la présidence. On n'a jamais su et on n'a jamais entendu qui était derrière tout ça, quelle était la véritable histoire. Et en tenant de tels propos, il crée une incitation, peut-être, pour ces mêmes personnes, à tenter une troisième attaque contre lui. Excusez-moi, laissez-moi revenir un instant, parce que d'après ce que vous avez dit, je pense à la deuxième chose que vous avez mentionnée. Voilà, Rezaei, qui dit que la voie de la vengeance sera poursuivie. Alors si ce n'est pas le gouvernement qui le fait, s'il n'y a pas de groupe secret derrière tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que sinon, on a l'impression qu'il n'y aura rien du tout, que ce ne seront que des mots. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Eh bien, tout d'abord, ils ont dit que ceux qui méritent une punition, la liste est longue. Donc, ce n'est pas seulement Trump, c'est tous ceux qui ont participé au processus de décision, qui ont appuyé sur la gâchette et tué tous ces enfants à l'école de Minab, et ainsi de suite. Ce n'est pas seulement Trump. Mais je pense qu'en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a des gens, quelque part, qui estiment que la justice doit être rendue et qu'ils vont s'en charger eux-mêmes. Ça ne veut pas dire que le gouvernement iranien ou l'État aura quoi que ce soit à voir avec ça. Mais en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il y a des gens qui... Enfin, je ne peux pas prétendre savoir exactement ce qu'ils veulent dire. Ce que je dis, c'est qu'il y a des gens qui pourraient chercher à rendre justice par leurs propres moyens et dire que les enfants de Minab méritent vengeance ou que leur famille mérite vengeance. Le peuple d'Iran ou celui du Liban, du Yémen, de la Palestine et ainsi de suite. Laissez-moi vous poser une question. Parce que on ne parle pas seulement des 4 ou 5 derniers mois ou depuis février, mais dans quelle mesure tout ça reste présent dans l'esprit des gens en Iran. Quand on repense à l'assassinat par le président Trump de Qassem Soleimani, à la destruction par Israël du complexe de l'ambassade, je crois que c'était en 2024, puis à la guerre de 2025, où il y a eu, si je me souviens bien, et corrigez-moi si je me trompe, beaucoup d'assassinats de scientifiques et de généraux de haut rang. Des missiles ont frappé des immeubles d'habitation, détruisant des familles entières, en plus de la personne visée ici, à Téhéran. Donc, toutes ces choses-là, en plus de celles-ci, qui concernent aussi le guide suprême, sa petite-fille et d'autres membres de sa famille. Apparemment, une quarantaine de personnes dont Netanyahou s'est vanté la semaine dernière d'avoir ordonné l'assassinat. Est-ce que tout ça fait partie d'un même ensemble? Ou bien est-ce que c'est juste devenu du bruit de fond, comme si le monde fonctionnait simplement comme ça aujourd'hui et qui se concentre surtout sur ce qui se passe en ce moment? Non, tout ça c'est lié. En fait, quand je sors dans la rue, parfois, certaines personnes me reconnaissent parce que je passe dans les médias. Elles m'arrêtent et me disent « Si on avait été plus ferme avec eux après l'assassinat du général Soleimani, ils n'auraient jamais osé faire ça. Si on avait été plus ferme avec eux à tel ou tel moment, ils ne nous auraient pas fait ça. » Et souvent, pendant la cérémonie funéraire, je veux dire, il y avait des millions, vraiment des millions de personnes. Tellement de monde que même les médias occidentaux n'ont pas pu le nier. Parce qu'avant, ils disaient que c'était de l'intelligence artificielle, ou ils minimisaient. Mais là, c'était incroyable. J'ai marché pendant plusieurs kilomètres dans le cortège, puis j'ai refait le même trajet en sens inverse. Et c'était encore bondé. Et beaucoup de gens m'ont arrêté.
Many people stopped me. I can't say how many, maybe 200. Je ne peux pas dire combien, peut-être 200 à peu près toutes les 2 minutes. Des gens m'arrêtaient, parfois une personne seule, parfois un petit groupe, et ils me disaient « On veut se venger. Ce n'est pas suffisant. » La plupart des gens ne sont pas satisfaits du protocole d'accord. Je ne veux pas dire qu'ils sont forcément contre les négociateurs, mais ils sont mécontents de la façon dont c'est appliqué. Je ne sais pas quel pourcentage pense qu'on devrait. Parce qu'il y a ceux qui disent que la négociation, on n'aurait jamais dû la faire, qu'on n'aurait pas dû signer l'accord, qu'on aurait dû continuer la guerre. Et puis il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut être plus ferme, que l'accord, d'accord, mais qu'il faut être beaucoup plus strict dans son application. Mais si on met ces deux points de vue ensemble, je pense que ça représente la grande majorité des Iraniens. Tu sais, c'est intéressant, Gary, de montrer ces images ici. Tu dis qu'il est difficile d'en minimiser la portée. Je me souviens d'un reportage de CBS News, une photo en particulier, je crois que c'était à Karbala ou à Najaf, en Irak. Il disait, je cite, « Des milliers de personnes soutiennent la procession funéraire. Des milliers, pas des centaines de milliers, pas des millions. » Alors qu'on parlait d'un chiffre supposé de 3 800 000. Donc, on essaie de comprendre tout ça. Écoute, la dernière chose qu'on a ici, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, venant de certains de mes collègues qui ont eux-mêmes participé à ces processions en les couvrant pour les médias occidentaux. Le plus important d'entre eux, c'est Suleiman Ahmed. Il a dit que ce qui l'avait peut-être le plus frappé, justement dans la lignée de ce que tu dis, c'est que les gens à qui il a parlé veulent régler ce problème une bonne fois pour toutes. Ils ne veulent pas simplement un accord négocié dont on pourrait reparler dans 6 mois, 1 an, peu importe, et tout recommencer. Ils ont dit que même si la moitié de leur population devait mourir, ils étaient prêts à le faire. Si au final, il ne reste que 45 millions de personnes dans le pays, mais qu'ils règlent ce problème avec Israël et les États-Unis, alors ça en vaudra la peine. C'est une déclaration vraiment forte. Est-ce que tu peux dire si c'est de l'exagération, ou juste quelqu'un à qui il a parlé, ou si c'est exact? Eh bien, je ne sais pas trop pour les chiffres et tout ça, mais oui, sans aucun doute. Les Iraniens souffrent des actions des États-Unis depuis 1953, depuis le coup d'État contre le gouvernement du docteur Mossadegh. Ensuite, ils ont vécu 25 ans sous un régime policier, sous le règne des Pahlavis. Et quand la révolution a éclaté, les États-Unis soutenaient encore le Shah, notamment lors d'une journée particulièrement brutale et sombre, qu'on a appelée le Vendredi noir, où beaucoup de gens ont été tués dans les rues de Téhéran par l'armée. Le lendemain, Jimmy Carter a appelé pour exprimer son soutien au Shah. Et après la révolution, les États-Unis ont soutenu les Pahlavis, des groupes séparatistes et des organisations terroristes, puis ils ont encouragé Saddam à envahir le pays. C'est une histoire sombre depuis le tout début. Il y a un très bon livre, je crois que je l'ai déjà mentionné dans votre émission, qui s'appelle Going to Tehran, écrit par Flint et Hilary Mann Leverett. Et je pense que les Américains devraient le lire. Ils y racontent l'histoire de l'Iran et des États-Unis d'une manière beaucoup plus objective que la plupart des auteurs occidentaux, et ils s'attaquent à beaucoup de mythes. En fait, quand ils ont écrit ce livre, ils disaient que si les États-Unis ne changeaient pas de politique, on irait droit vers un conflit. Et il s'est avéré que leurs craintes étaient tout à fait fondées. Les Iraniens, après des années de sanctions de pression maximale, 2 guerres en une seule année et une sorte de guerre de siège, évidemment, à Téhéran, le sentiment ne serait pas très éloigné de ce que votre invité distingué a exprimé. Les Iraniens disent « Il faut que ça cesse. Il faut mettre fin à cette situation oppressive. » Alors, comme je le vois,
d'après tout ce qu'on a évoqué dans cette émission. L'Iran, si le détroit d'Ormuz n'est pas, si le protocole d'accord n'est pas appliqué selon les termes qu'on a signés, et surtout si le détroit d'Ormuz n'est pas ouvert, s'il n'y a pas de corridor sud, si le président Trump essaie de le contrôler, eh bien, avec la question des fonds gelés, la levée des sanctions et le Liban évacué par les Iraniens et les Israéliens, il n'y aura tout simplement aucun accord, quoi que fasse le président Trump. S'il revient à une guerre totale, s'il provoque tout ce chaos, c'est désormais la condition. Donc, si on se retrouve dans une situation où le président Trump ne fait pas tout ça, alors la catastrophe économique va presque certainement commencer à se déployer. Parce que, franchement, je ne vois aucune chance que l'Iran soit forcé de faire ce que Trump exige. Vous voyez les choses autrement. Je suis tout à fait d'accord. La seule chose que je peux imaginer, c'est que Trump parle à ses dirigeants iraniens imaginaires, puis qu'ils reviennent en disant qu'ils lui ont promis monts et merveilles, et qu'il va donc mettre en œuvre le protocole d'accord. Pour l'instant, je ne vois vraiment pas d'autres scénarios qui donneraient un résultat différent de ce que vous avez prévu. Ce n'est pas une situation très encourageante pour l'économie mondiale. Il va falloir attendre et voir comment tout cela évolue. Mais comme toujours, nous restons déterminés et indépendants dans notre volonté de dire la vérité, même sur un sujet comme celui-ci. Nous vous remercions sincèrement d'être venus partager le point de vue iranien. Merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant d'être invité dans votre émission. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et on se retrouve à 14h, je crois, avec Scott Ritter. Il aura pas mal de choses à dire sur cette situation, notamment sur la toute dernière déclaration du président Trump et aussi sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Ne manquez jamais Scott Ritter, c'est toujours passionnant. Rendez-vous donc à 14h dans le Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier, mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.